On entre maintenant dans les notions de visserie. Dans le fond, on va voir c'est quoi une vis, c'est construit comment, ça fonctionne comment, mais on va parler aussi beaucoup de la nomenclature, qu'est-ce qu'on va écrire sur le dessin pour décrire une vis. Parce qu'il y a des standards dans les vis. Hein. Si tout le monde faisait les vis à leur goût et que toutes les vis étaient différentes, on ne saurait plus comment se retrouver. Mais là, maintenant, on peut aller à la quincaillerie et facilement acheter des vis qui sont standards et qui vont très bien s'adapter aux trous qu'on aurait déjà à la maison sur nos machines ou quelle que soit l'application. Ça va fonctionner. Il y a quand même deux grands standards, le standard métrique et le standard impérial, qu'on appelle aussi standard. Mais on voit les deux quand même en Amérique du Nord parce qu'avec nos voisins du Sud, les États-Unis, on est fortement influencé. Si on achète quelque chose des États-Unis, il y a des fortes chances que ça n'arrive pas en millimètres, mais en pouces. Donc, une vis, qu'est-ce que c'est? Ben, la vis, elle, euh, ça contient des filets. Hein. On voit qu'il y a des filets sur un élément fileté. Quand on dit qu'il y a une tige avec des filets, on a dit qu'on a fileté la tige. Donc, on est venu couper des filets ici pour faire notre vis ou notre tige filetée. Quand on parle d'un trou, bien, euh, au lieu de dire un trou fileté, bon, on va l'entendre, l'expression un trou fileté, mais le vrai terme, c'est taraudé. L'outil qu'on utilise pour venir couper les filets à l'intérieur du trou, ça s'appelle un tarot. Et la filière, elle, va servir à faire les filets sur la tige ici. Il y a quand même certains termes communs ici. On voit les pics qu'on voit ici sur les filets, ben, ce sont les sommets. Puis les sommets, on les retrouve autant dans le trou que sur la tige. On a le fond du filet et aussi on a le flanc du filet, où là, c'est vraiment comme le côté de la dent du filet. Ensuite, pour ce qui est des diamètres, celui qui nous intéresse le plus, c'est le grand diamètre, le diamètre nominal, qu'on appelle souvent D. Et là, comme vous voyez, ça englobe tout. Et c'est généralement, en plus de ça, si le corps de la vis continuait, bon, on aurait le même diamètre pour la tige, on l'aurait aussi pour les filets, le diamètre nominal. L'autre qui peut nous intéresser, c'est le diamètre du noyau. Si vous regardez, c'est en allant dans le fond, du fond d'une dent au fond de l'autre dent, comme ça, c'est le noyau. Ça va nous intéresser plus quand on va faire des calculs de résistance des matériaux pour savoir si la vis est assez forte. Et des fois, on va se servir d'une notion qui s'appelle diamètre sur le flanc. Ben, c'est le diamètre qu'on aurait à partir du flanc ici à l'autre flanc comme ça. Ça, on s'en sert moins. Mais vraiment, celui qui est très important ici, c'est le diamètre nominal. Et tout ça, quand on regarde hein, du pic jusqu'au fond, ben c'est la hauteur du filet ici. Et on peut aussi avoir l'angle. L'angle du filet, ça peut varier d'un style de filet à un autre. Autre notion très 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 importante pour tout ce qui s'appelle vis, visserie, etc., c'est ce qu'on appelle le pas du profil. Donc vous voyez, c'est d'un pic à l'autre pic. Si je faisais un tour de vis, la vis avancerait d'une certaine longueur à l'intérieur de mon trou. Donc, à chaque tour, je vais avancer. Hein, je vais passer, si je tourne un tour, ça va faire le tour d'une dent, puis après un tour, on va être rendu ici. Donc, la vis va être rentrée dans le trou de cette distance-là, et ça, on appelle ça le pas. Pareil comme votre podomètre ou votre téléphone cellulaire qui va enregistrer le nombre de pas que vous faites dans une journée, si vous mentionnez c'est quoi la longueur de votre pas, ben, il va pouvoir vous dire le nombre de kilomètres que vous avez marché dans la journée. Donc, c'est une distance ici. C'est vraiment à chaque tour, à chaque pas, la vis
parcourt une certaine distance. Ça, c'est très important. Et on va l'exprimer de façon différente. Je donne 2 exemples. Dans le monde métrique, quand on spécifie le pas, on spécifie c'est quoi la distance ici, d'un pic à l'autre. Exemple, on pourrait dire que la vis elle a un pas de 1 mm. Je tourne la vis un tour complet, la vis va avoir avancé dans son trou d'une distance de 1 mm. Du côté impérial ou du côté standard, on parle plutôt d'un nombre de filets par pouce. Si vous voulez, des pics, vous pouvez compter les pics que vous retrouvez à l'intérieur d'un pouce. Sur une distance ou une longueur de vis d'1 pouce, à l'intérieur de ce pouce-là, vous calculez le nombre de sommets et ça va vous donner le nombre de filets par pouce. Donc, pour les vis standards impériales, on parle de filets par pouce. Métrique, on parle vraiment d'une distance en millimètres. Les anciens filets, au début, les premières vis, on faisait des vis très 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 simples. On peut voir ici que c'était une dent de scie. On avait le pas ici d'un pic à l'autre. On avait un angle. On avait une certaine distance, une hauteur dans le fond. Comme on dit ici, la hauteur. Et on appelait ça les filets aigus en V. Mais on s'est aperçu que à la longue, ça pouvait s'user facilement. Donc, pour rajouter un peu de robustesse, on est venu rajouter des petits plats ici. Et ces plats-là étaient 1/8 du pas. Là, c'est pratique. Ici, en anglais et en français, je parlais de P pour le pas. Donc, la première lettre, P, pas. Mais en anglais, le pas, on appelle ça pitch. Et ça donne bien, ça commence aussi par un P. Donc, on a appelé ça le American National. Premiers efforts de standardisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le standard métrique et on a le standard impérial qu'on appelle aussi UN pour Unified National. Vous allez voir ça, des vis de type UN, où là, ça ressemble beaucoup à l'ancien American National, mais au lieu d'avoir des fonds plats, on a un fond rond. On a le dessus qui est plat quand même. On a vraiment travaillé sur un certain standard pour aller chercher la forme du filet qui était la meilleure dans la majorité des applications. Du côté métrique, on voit que ça se ressemble quand même beaucoup. Il y a un fond plat au lieu d'être rond. Le sommet est plat aussi. Vous voyez que c'est le même angle. Il y a des petites différences au niveau de la hauteur, mais c'est pas grave. Du moins que si on a un trou métrique, il faut utiliser une vis métrique. Il ne faut pas mélanger les deux. Il ne faut pas utiliser une vis standard dans un trou métrique et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment les deux plus communs qu'on va retrouver en Amérique du Nord. Il y en existe d'autres. Le carré, qui est fait pour vraiment transmettre des grosses forces. Parce que là, vous voyez, au lieu de pousser avec un pain incliné, on pousse avec une surface plate. Puis c'est souvent des gros filets. La hauteur ici, quand même, beaucoup plus grosse que ce qu'on trouverait ici. Mais on s'est aperçu que le filet carré était difficile à fabriquer, puis il était difficile à entretenir aussi, il s'usait quand même. On s'est aperçu que si on pouvait quand même lui donner un petit angle, on pouvait quand même transmettre beaucoup de force et notre vis pouvait survivre plus longtemps dans son application. On a appelé ça le filet Acme. Acme, pour ceux qui connaissent le Roadrunner et le Coyote, le Coyote utilisait toujours des machines qui faisaient venir de la compagnie Acme. Ça vient de là. C'est très vieux. Et c'est beaucoup d'humour attaché à ça. Mais c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Autre type de filet qu'on va trouver aussi. Vous voyez, c'est un petit peu plus arrondi. L'angle n'est pas pareil. Le filet Whitworth,
c'est le filet qu'on va utiliser dans les connexions au gaz. Donc, le tuyau de votre barbecue qui rejoint le réservoir de propane, les filets pour visser le tuyau dans la bonbonne, ce sont des filets Whitworth, des filets utilisés pour le gaz. On a des filets ronds aussi. On se demande où on pourrait voir ça. C'est pas compliqué. Achetez une bouteille de boisson gazeuse, dévissez le bouchon, vous allez trouver des filets ronds. Ils sont faciles à faire en plastique, ces filets-là. Et finalement, vous avez des filets en dentier qui sont faits pour pouvoir transmettre de la force, un peu comme les deux autres qu'on avait, mais seulement d'un sens. C'est vraiment pour des applications très spécialisées. C'est pas ça qu'on a le plus souvent. Vraiment, les plus courants, c'est ces deux-là ici. Alors, comment on écrit ça sur le dessin? Je vous donne un exemple ici avec un filet impérial, un filet standard. C'est un trou que vous avez ici. On va dire, c'est un filetage intérieur. Vous voyez, les filets sont à l'intérieur. On a comme schématisé les filets ici. Et ce qu'on va dire, c'est quand on va appeler ce filet-là, on va lui donner un nom, on va le baptiser. On commence toujours par indiquer c'est quoi son diamètre nominal. Ça peut être sous forme de fraction, ça peut être sous forme décimale. Donc, sous forme décimale, on écrirait 0,25 pour un quart de pouce, suivi d'un tiret, suivi d'une valeur numérique ici, qui est en fait le nombre de filets par pouce, comme j'avais indiqué tantôt. Ensuite, le profil utilisé, vous voyez UN, Unified National, on retrouve ces deux lettres-là. Et le C qui est ici, des fois vous allez voir C, des fois F, des fois EF. C veut dire coarse, c'est un filet grossier, hein, c'est des gros filets. F pour fine, c'est un filet qui est fin, donc c'est des petits filets précis. Et il y a aussi EF pour extra fine ou extra fin pour des filets encore plus petits, pour des vis d'une mécanique de haute précision. Un tiret, et ce qui vient après le tiret, c'est le degré de précision. Vous voyez le 2 ici, ça c'est la précision moyenne, la précision standard. Vous pouvez avoir 1, 2, 3. 1, c'est de la basse qualité, puis 3, c'est de la haute qualité qu'on va retrouver plus sur les fusées de la NASA. Mais dans la grande majorité des applications, vous allez trouver 2. Ensuite, il y a une lettre. Si c'est un B, ça veut dire que c'est un filage intérieur. Si c'est un A, ça veut dire que c'est un filet extérieur. Donc, une vis. Donc, pour un trou, on va avoir B. Pour une vis, on va avoir A. Et c'est tout. Après ça, on n'a pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Si vous retrouvez le mot gauche ici, là, c'est ici qu'on introduit la notion de quel sens il faut tourner pour visser. C'est pas compliqué. C'est le sens des aiguilles d'une montre. Si vous prenez une horloge avec des aiguilles, les horloges tournent dans un certain sens, c'est dans ce sens-là qu'il faut tourner pour visser. Ça, on appelle ça un filet droit. La grande majorité des cas, il peut arriver des fois qu'une application requiert un filet de l'autre sens, qu'il faut tourner dans le sens anti-horaire pour visser. Là, on va spécifier que c'est un filet gauche, donc on tourne vers la gauche. Là, il faut l'écrire. Si on ne l'écrit pas, vous pouvez assumer que c'est un filet droit. On regarde pour une vis, c'est quoi la différence? Le diamètre nominal, il n'y a pas de différence. Un tireté comme d'habitude. Ici, ce n'est pas la vis qui va aller dans ce trou-là, parce que ce trou-là, c'est 20 filets par pouce. Celui-ci, c'est 28 filets par pouce. Donc, il y a plus de filets à l'intérieur d'un pouce. Donc, c'est normal qu'il soit plus petit, et on le voit ici à côté. UNF, United National, F pour Fine.
Ils sont plus petits. Il y en a 28 à l'intérieur d'un pouce au lieu de 20. Suivi du tiret, suivi de la qualité et suivi de A, qui veut dire que c'est un filetage extérieur, bien sûr. C'est la tige de la vis qui est filetée, donc c'est un A. On n'a rien écrit après, on assume que c'est un filetage droit. Alors ça, c'est comment on va appeler nos filets quand on a des filets impérial ou standard. On voit ici, impérial puis standard, c'est comme ça qu'on va l'abrévier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'un filetage métrique? Bon, on recommence avec le trou. Là, c'est facile. Si ça commence par la lettre M, ça veut dire automatiquement qu'on a un filetage métrique. Donc, ça devient facile de différencier entre impérial et métrique. Ça commence par M, c'est métrique. Ensuite, la valeur qui suit, c'est le diamètre nominal en millimètres. Donc, 6 mm, c'est vraiment le diamètre du filet. Petit x, qui veut dire multiplier, ou le mot par, ça veut dire c'est 6 mm par 1 mm. Le 1 mm ici, c'est le pas. Je rappelle, 20 filets par pouce pour un filet impérial, mais on donne la longueur d'un sommet à l'autre. Donc, c'est le pas ici, c'est 1 mm. Suivi d'un tiret, suivi de la classe de tolérance. Si vous vous souvenez, quand je parlais de les ajustements, H7, P6, mais là, vous voyez, on a juste inversé le chiffre et la lettre, mais vous avez ici H6. Donc, vous pouvez appliquer les tolérances de H6 pour s'en connaître. C'est quoi les tolérances des filets ici? Un espace suivi de la lettre B, c'est de la même façon. B pour un trou, B pour un trou, et si c'est un filet gauche, on rajoute filet gauche. Qu'est-ce que ça a de l'air pour une vis? Ben, la vis M pour métrique, 6 pour le diamètre. Donc, c'est vraiment le diamètre nominal. C'est d'un sommet à l'autre sommet. C'est vraiment le grand diamètre. Là. On prend toute la matière au complet. On ne va pas dans le fond, dans le creux des filets. Donc, c'est vraiment le diamètre nominal 6 par 1 mm. Encore une fois, le pas. Donc, vous voyez, M6, 1, M6 par 1, M6 fois 1. Cette vis-là serait capable de bien s'adapter au trou M6 par 1. Ils ont le même diamètre nominal et le même pas. Donc, cette vis-là peut aller dans le trou ici. Suivi d'un tiret, suivi encore de la qualité. Vous vous souvenez ici, c'est une tige, donc un arbre. Donc, ça pourrait être G5, G6. Quand on parle de lettres de filetage, on inverse la lettre et le chiffre, mais ça vient encore de la norme ISO d'ajustement comme H7P6. Là, c'est un G, donc il y a un certain jeu associé à ça. Finalement, la lettre A, pour dire que c'est un filetage extérieur, c'est une vis. Et si on n'écrit rien, ça veut dire que c'est un filetage gauche. Donc, je reviens. Excusez, pas un filetage gauche, un filetage droit. Donc, je reviens. Lui, c'est un filetage droit. Et si lui, c'est un filetage gauche, c'est pas vrai. Cette vis-là ne serait pas capable de rentrer dans ce trou-là parce que pour visser, il faut tourner dans un sens différent. Donc, les deux ne sont pas compatibles juste à cause de ce mot-là qu'on a ajouté ici pour le trou. Ça résume comment on appelle les filetages ici. Comment on les dessine? Je ne vous montre pas comment les dessiner en détail parce que c'est beaucoup trop de travail, mais souvent on va utiliser des représentations simplifiées ou schématiques. Et il y a deux normes. La norme, on appelle ça l'Association canadienne des normes, l'ACNOR. En anglais, on va dire CSA pour Canadian Standards Association. Et là, on va représenter ça. Vous voyez les filetages. J'ai une tige filetée ici. La longueur qui est filetée. Bien,
je vais rajouter un trait mince ici pour montrer comment les filets sont faits. Et en plus de ça, vous avez, au lieu d'avoir un cercle complet qui représente le bout de la vis ici, j'ai un cercle partiel pour nous rappeler que c'est la norme ACNAR ici et que c'est un filet, c'est pas juste un chanfrein. Si on regarde schématiser qu'est-ce que ça a de l'air, ben là on met un peu plus de détails. On a ces lignes-là, des gros traits larges comme ça, mais le bout de la vis est représenté de la même façon. Nous, ce qu'on va utiliser au cégep, surtout, c'est ANSI, American National Standard Institute. C'est la norme américaine. C'est celle qu'on applique sur nos dessins au cégep également. Et là, vous allez voir, c'est un petit peu plus direct, c'est un peu plus simplifié. Pour les filets, bien, je vais tout simplement représenter ça dans une coupe ici par des tiretés. Et les tiretés ici, qui vont être représentées dans la vue qui n'est pas coupée. Et là, au lieu de mettre un cercle incomplet, je mets un cercle complet ici. Si je regarde schématiser, c'est la même chose que l'ACNAR à date, excepté pour le cercle au bout. Je vais quand même assez vite à travers ça. Ce que je vous suggère, c'est de reprendre les notes de cours et de les observer longuement pour bien apprivoiser tous les petits détails, les petites différences ici. Ensuite, pour les trous, bien, vous avez toute une panoplie d'exemples ici. Les deux premières lignes, c'est la représentation simplifiée. Et les deux dernières lignes, c'est la représentation schématique. Pour chacune, on vous donne l'équivalent ACNAR et l'équivalent ANSI. La première colonne, c'est la pièce qu'on montre en exemple. Et là, on vous donne deux exemples ici. Pas coupé et coupé. Une vue en coupe. Comment on devrait dessiner les lignes cachées. Ensuite, qu'est-ce qui arrive si le trou ne va pas jusqu'au fond et si le filet ne va pas jusqu'au fond du trou non plus? Ça, c'est ces deux colonnes-là ici. Ensuite, on vous dit, ben, qu'est-ce qui arrive si le trou ne va pas au fond, mais les filets vont jusqu'au fond du trou. C'est comme ça qu'on verrait la pièce. Et là, si on regarde à l'autre côté, de l'autre côté, vu que le trou ne va pas jusqu'au fond, bien dans le fond, on va utiliser des tiretés ici pour montrer la différence. Donc, regardez bien, j'ai un trou plus le filet pour ANSI. Et le filet est caché ici. C'est une ligne cachée. Et de l'autre côté, si ça ne passe pas de bord en bord, ben j'ai la ligne cachée pour le trou et la ligne cachée pour le filet. Encore une fois, regardez bien ces dessins-là. Prenez le temps de les absorber, de les digérer. Il y a beaucoup de petits détails. La page suivante, bien, c'est pas mal un ramassis d'exemples de choses qu'on ne voit pas souvent. Toutes sortes de vis qui peuvent exister dans le marché et qu'on ne voit pas souvent. Même des écrous, comme un écrou à oreille ici. Mais au lieu de passer beaucoup de temps là-dessus, on va plutôt aller à la page suivante pour ce qui est commun, ce qu'on voit souvent. Ce que vous allez beaucoup voir au cégep ici pendant votre programme ou votre cours, c'est ce qu'on appelle les vis à tête cylindrique à 6 pans creux. Vous voyez, la tête est cylindrique et il y a un trou ici à 6 pans creux. C'est un hexagone. Et pour visser cette vis-là, on va utiliser cet outil-là qu'on appelle une clé hexagonale ou en anglais une hex key ou aussi par sa marque la plus connue, une Allen key. Et on va introduire le bout ici pour venir visser notre vis. Voyant de parenthèse, c'est l'application, l'acronyme en anglais qui s'appelle Socket Head Cap Screw. C'est comme ça qu'on appelle ces types de vis-là en anglais. On a une ici qui ressemble beaucoup, mais vous voyez, la tête a la forme d'un trou fraisé. C'est pour aller dans un trou fraisé.
Donc, on appelle ça une vis à tête fraisée. On pourrait dire une vis à tête plate fraisée ou une vis à tête fraisée à 6 pancreux parce que vous voyez, il y a la même sorte de trou dans ces deux vis-là et on utiliserait la même sorte d'outil. En anglais, on appellerait ça Flat Head Countersunk Screw. Le countersunk veut dire c'est un trou fraisé. Ensuite, une autre vis qu'on voit souvent, la vis à tête hexagonale. En anglais, hex pour hexagonal screw ou hex screw. Et là, au lieu d'utiliser un outil comme ça ou un tournevis, on va utiliser une clé ici qui va venir autour de la tête et c'est ça qui va nous permettre de visser la vis. Autant avec cette partie-là que cette partie-là ici. Une vis un peu spéciale, mais qu'on trouve dans le monde mécanique, c'est la vis à épaulement. En anglais, shoulder screw. Pourquoi épaulement? Vous voyez, il y a un épaulement ici. Donc, on va visser, puis quand on va arriver à la surface du trou, ça va venir s'accoter ici. Il y a un épaulement, on ne pourra pas visser plus loin, et ça va servir là, à diverses applications mécaniques. Dans tout ça, on peut avoir des filets qui font tout le long de la vis, comme dans les deux premiers exemples. Mais quand la vis est très longue, on peut décider d'avoir des filets seulement sur une partie de la vis. C'est quelque chose que vous allez voir. Il y a aussi des très petites vis, où là, on ne voit même pas de tête. Il n'y a pas de tête du tout, il y a des filets partout. On appelle ça une vis de pression, ou en anglais, set screw. Vous voyez, le trou est à 6 pancreux. Donc, on peut utiliser une Allen key, une clé hexagonale. On pourrait avoir une autre sorte de trou aussi pour utiliser une autre sorte de tournevis. Et ça, à quoi ça sert? On vient visser ça dans un trou et le bout de la vis va venir faire pression sur une autre pièce pour empêcher cette autre pièce-là de glisser, de s'enlever, de tomber ou de bouger. Maintenant, on va démystifier quelque chose. Un boulon, c'est quoi? Un boulon, c'est un ensemble, c'est une paire de choses. Un boulon, il y a une vis, comme on a vu, c'est pareil comme ça. Ici, dans ce cas-là, on a une vis hexagonale, et un écrou. Donc, c'est l'ensemble qu'on appelle un boulon. Une vis plus un écrou. S'il n'y a pas d'écrou, on appelle ça tout simplement une vis. S'il y a juste un écrou, on appelle ça un écrou, mais s'il y a les deux qui vont ensemble, c'est un boulon. Et là, vous comprendrez que pour assembler deux pièces, les deux pièces vont être prises en sandwich entre l'écrou et la tête de la vis. Donc, c'est ça un écrou, faut pas se mélanger. C'est ça un boulon, faut pas se mélanger. Ensuite, comment on mesure la longueur? Quand on dit j'ai une vis de 50 mm de long, ça dépend de la vis. Quand il y a une tête comme ça ou comme ça, la longueur de la vis, c'est sous la tête. C'est du bout de la vis jusqu'en dessous de la tête. Mais pour des vis qui sont conçues pour rentrer à l'intérieur et venir, je vais utiliser un terme en québécois, flush, pour venir égal avec la surface, pour pas que la tête dépasse de la surface de la pièce, on va utiliser, quand on va dire, c'est une vis de 50 mm, on parle vraiment du dessus de la tête jusqu'au bout de la vis. Il faut connaître ces deux choses-là. Des fois, quand on commande des vis, si on les commande trop longues ou trop courtes, ça peut nous causer des problèmes. Et pour terminer, dans les types de vis, vous avez quand même toute une panoplie. Ici, je vous parle vraiment de vis mécaniques qu'on trouve dans le monde mécanique qui vont venir se visser dans du métal généralement. Mais il existe différents types de vis à bois, des vis qu'on utilise pour visser dans le bois. Et vous voyez, ça peut demander des tournevis différents pour visser ces vis-là. Un tire-fond, une vis à plâtre, là vous allez me dire, ça ressemble beaucoup à une vis à bois, c'est vrai, des fois même, quand on est mal pris, ça peut être facilement interchangeable. Les vis à métaux, comme je vous ai expliqué, les vis mécaniques sont
principalement représentée ici. Une vis à tôle, c'est pour du métal aussi, mais c'est pour des tôles, des pièces très très minces. Ça va fonctionner d'une façon un peu différente. Et finalement, des fois on veut visser, mais le trou n'est pas encore là. Et on peut avoir des vis que le bout de la vis est fabriqué comme un forêt. Donc, le bout de la vis va percer un trou et après ça, une fois que le trou est percé, eh bien, on va tout simplement visser à l'intérieur comme ça. Bien sûr, on ne fait pas ça vraiment avec un tournevis. Généralement, on va utiliser une perceuse pour venir mettre ces vis-là. On achève. C'est une très grosse capsule. On va faire beaucoup d'exercices pour vraiment comprendre comment les vis fonctionnent, parce que des vis, vous allez en voir pendant tout votre programme. Et vous allez voir que ça peut paraître simple, mais ça peut devenir compliqué très vite et causer des gros problèmes. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est les notes de perçage. Quand vous allez faire des dessins, à certains moments donnés, vous allez mettre des trous, mais les trous, des fois, vont avoir des formes particulières pour accommoder divers types de vis. Donc, au lieu de venir mettre un paquet de cotes, on a inventé une façon de noter chacun des perçages d'une façon concise qui est facile à lire par tout le monde. Donc, vous voyez le premier trou ici, c'est un trou chambré. On viendrait mettre probablement une vis à tête cylindrique à 6 pans creux. La tête cylindrique serait à l'intérieur de ce trou-là. Mais là, c'est quoi la profondeur du chambrage? Et c'est quoi la profondeur? En fait, on perce de bord en bord. Et quand on regarde du dessus, ben, c'est ce qu'on voit ici. On voit le grand chambrage et le trou ici. Alors, comment on va faire pour coter tout ça? Ben, on va tout simplement dire le trou, c'est un diamètre, par exemple, de 11 mm à travers tout. Donc, le petit trou, c'est un perçage à travers tout. Une fois que ça c'est fait, on vient mettre ce symbole-là ici qui vient dire, ce symbole-là, ça veut dire un chambrage. Un chambrage dont le diamètre a une profondeur, le diamètre c'est 18. Donc le grand cercle a un diamètre de 18. Et ensuite, on met ce petit symbole-là. Vous voyez, une ligne horizontale suivie d'une flèche vers le bas. C'est un symbole qui veut dire profondeur, suivi d'une valeur. 10 ici, ça veut dire que la profondeur, si je mettais une cote comme ça ici, bien la profondeur, c'est 10. C'est vraiment la profondeur de notre chambrage comme ça. Donc, pour résumer, ben, en fait, je vais avoir mon 18 ici. Mon diamètre de 18 ici et mon diamètre de 11 ici, que j'aurai dans mon trou chambré. Pour le deuxième trou, c'est un trou qu'on perce de bord en bord et qu'on vient rajouter des filets. Donc, pareil comme les notions qu'on a vues aux pages précédentes, on venait venir dessiner un trou pour le perçage et le filet qui rentre à l'intérieur des parois, on vient rajouter l'étireté ici. Et là, on va dire, ben le trou, le diamètre du trou ici, c'est 8,5. Mais le diamètre du filetage, ici, on dit que c'est un diamètre de 10. Vous voyez, c'est un filetage métrique de diamètre et le pas, c'est 1,5. Et c'est à travers tout. On va au troisième. Le troisième, c'est pas un trou fileté, c'est un trou fraisé. Vous voyez cette partie-là. Alors, c'est le trou qui a été percé au préalable. C'est un trou de 11 de diamètre. Je devrais mettre aussi le symbole diamètre, mais je manque un peu de place, puis ça va juste rajouter un peu de confusion dans la capsule vidéo.
Mais la deuxième ligne ici, ce qu'on voit, c'est le symbole de fraisage, comme un V. On dit que c'est un diamètre de 20. Donc le diamètre ici, c'est 20. Et je viens spécifier l'angle, 90 degrés. Donc si je prolonge ici comme ça, bien, j'ai un angle de 90 degrés ici. Vous voyez là, j'ai fait le symbole d'angle à 90 degrés. Donc, dans le fond, de là à là, j'ai 90 degrés. C'est comme ça qu'on va coter les portions fraisées d'un trou. Ensuite, la même chose que ce trou-là, sauf que cette fois-ci, je ne le perce pas de bord en bord. Je fais un trou de 8,5 avec une profondeur de 28. Donc, d'ici à ici, c'est 28. Ensuite, je spécifie un filetage de M10 par 1,5 avec une profondeur de 20. Alors là, en vert ici, c'est ma profondeur de 20. Cette profondeur-là ici, vous voyez, je n'ai pas fait des filets jusqu'au fond parce que peut-être que j'en ai pas besoin. Ensuite, si j'avais voulu le faire jusqu'au fond, si j'avais voulu dire au machiniste, j'aimerais ça que tu me rajoutes des filets jusqu'au fond pour que ça soit égal, bien, au lieu de 20 mm, j'aurais écrit une profondeur de 28 mm. Donc, j'aurais percé à une profondeur de 28 et ensuite une profondeur de 28 pour les filets. Et là, attention, les filets de 28 arrêtent ici. Je me suis trompé aussi pour la profondeur de perçage. La profondeur de perçage s'arrête ici. On ne tient pas compte de la pointe du... vous voyez ici, là, il y a une pointe. On ne tient pas compte de la pointe du forêt. C'est vraiment la profondeur, là, avec le plein diamètre du forêt. On le voit ici. Vous voyez, j'ai un diamètre de 15 avec une profondeur de 20. Le diamètre de 15 ici avec une profondeur de 20. Vous voyez la profondeur de 20? Ça arrête ici. Ça ne va pas jusqu'à la pointe ici. Donc, c'est comme ça qu'on viendrait coter un trou qui n'est pas percé de bord en bord. Et finalement, le cas le plus simple, bien, c'est mon fameux trou de 15 que je spécifie à travers tout. Donc, vraiment, là, je vais avoir percé de bord en bord. À date, sur les dessins, je n'écrivais pas à travers tout, mais ça va être une bonne habitude de spécifier quand le trou passe de bord en bord. Donc, c'est quelque chose que graduellement, on va commencer à rajouter sur nos dessins. Voilà, c'est une capsule très chargée, beaucoup d'informations. Je vous conseille d'écouter la capsule aussi souvent que c'est requis et aussi de le faire avec vos notes de cours. Prenez-vous des notes. Vous pouvez vous prendre des notes de façon électronique sur les notes de cours que je vais vous envoyer. Vous pouvez les imprimer aussi et écrire autant de notes que vous voulez et ensuite mettre ça dans votre portfolio. Ça va devenir un document de référence adapté à vos besoins. Ça va peut-être être très pratique et vous permettre de rapidement retrouver l'information.